Ces produits à bas prix qui ont été présentés comme l'occasion d'une augmentation du pouvoir d'achat, donc du niveau de vie, en fait, étaient un faux argument parce que ces produits ne duraient pas. Et bien finalement, vous apercevez que cette politique-là, avec ces bas prix, est inflationniste. L'idée, c'est de faire durer les produits le plus longtemps possible. L'idée de l'économie circulaire est de considérer qu'il n'y a pas de déchets, il ne doit pas y avoir de déchets. Donc, si au moment de la conception, on pense le produit en fonction de ce qu'il sera à la fin de l'utilisation pour qu'il soit réutilisé en toute partie, eh bien à ce moment-là, on fait d'énormes économies. Bonjour Eric Froment. Bonjour Yeng. Et bienvenue à l'émission Esprit français. Oui. Et est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter? Bien sûr, je suis un scientifique de formation, un dirigeant d'entreprise. J'ai publié un livre le 8 avril dernier qui s'appelle « L'économie circulaire pour les nuls ». Certains peuvent penser que c'est un livre écologique. Bien sûr, je parle d'écologie, je parle de protection de l'environnement, je parle de ressources et de déchets, mais c'est fondamentalement, d'abord et avant tout, un livre d'économie. Et tout d'abord, en ce moment de la Covid, tout va mal. Et certains utilisaient le mot effondrement. Et oui. En tant qu'économiste, quelle est votre vision, quel est votre bilan global économique en France? Alors, pour bien comprendre l'effondrement économique effectivement que nous vivons et que nous allons vivre de plus en plus malheureusement, il faut revenir à ce changement radical qui a eu lieu avec une mondialisation qui a été mal faite. J'explique. Il y a eu la révolution des transports et il y a eu la révolution des technologies de l'information. Ces deux révolutions ont considérablement rétréci le monde. Et pour ces raisons-là, il était logique d'avoir une beaucoup plus grande interconnexion des économies nationales dans une économie un peu plus mondialisée. Mais le choix qui a été fait n'a pas été celui-là, parce que ceux qui ont véritablement été les décideurs étaient de purs financiers. Ils ont donc cherché à maximiser le profit à court terme. Tous ces produits qui sont faits pour ne pas durer, de façon à obliger les gens à renouveler leurs achats. Alors, je voudrais préciser tout de suite que ça n'est pas du tout une vue de l'esprit, puisque ça a été conceptualisé par un Américain, Bernard London, en 1932, dans une brochure qui était en tête de l'université du Minnesota. Et Bernard London a écrit au président des États-Unis pour lui dire qu'il fallait forcer les consommateurs à renouveler les achats pour relancer l'économie. 1932 est une date particulière parce que c'est le point le plus bas de la crise de 1929. Alors, à partir de ces années 30, on a vu petit à petit se développer cette économie de l'obsolescence, mais elle s'est vraiment développée à partir des années 80, surtout pendant les années 90-2000, qui ont été le grand moment de la mondialisation. Parce que, et pour tout le monde, c'est ça que je veux dire, c'est grave pour la France, par exemple, puisque c'est notre sujet, parce qu'il y a eu des délocalisations, pour ne rechercher que le coût comptable le plus bas, c'est-à-dire le prix de vente finalement le plus bas avec un profit maximisé. Donc dans les années 60-70, si vous voulez, globalement, un peu encore sous Giscard d'Estaing, disons années 60-70, eh bien l'industrie représentait 20% du PIB en France. Et aujourd'hui, l'industrie ne représente plus que 10% du PIB. Vous voyez ? Donc la puissance industrielle française a été divisée par deux. D'après vous, par exemple, le déclin de l'industrie française est dû à ce modèle économique de surconsommation et aussi chercher le maximum de profit à court terme. Et c'est pour ça qu'il veut délocaliser en Chine ou ailleurs. Ou ailleurs, oui, dans les pays à bas coût en général. Les pays à bas coût sont, je dis souvent que ce sont des pays à coût bas aussi, parce qu'ils pratiquent le dumping environnemental et le dumping social. Ceci étant, je ne les condamne pas parce que
Eux considèrent qu'il faut bien commencer le développement, il faut initier le développement, et nous aussi, nous avons eu, à une certaine époque, des enfants qui travaillaient, des pollutions dont nous n'avions pas conscience comme aujourd'hui, mais qui existaient. Simplement, je pense que les plus coupables sont les grandes entreprises internationales qui, elles, savaient très bien ce qu'elles faisaient, mais qui n'ont visé que la maximisation du profit. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui une convergence, si vous voulez, des intérêts de pays qui, a priori, n'ont pas les mêmes, mais qui, aujourd'hui, arrivent tous dans la fin du système. Vous voyez, c'est-à-dire que les inconvénients sont devenus tellement importants qu'ils dépassent les avantages. Est-ce que vous pouvez lister, par exemple, tous les inconvénients, tous les effets négatifs de la mondialisation? Alors, dans les pays occidentaux, comme la France, par exemple, il est clair qu'il y a beaucoup de chômage et que ce chômage est lié aux délocalisations. Et évidemment, ce ne sont pas les Français au chômage qui ont voulu les délocalisations, ils en ont été victimes. Ce sont encore les dirigeants des très grands groupes, qui sont des groupes dits internationaux, qui ont voulu maximiser le profit et donc qui ont considéré que ce n'était pas grave si un certain nombre de gens se trouvaient au chômage. Mais j'ouvre une parenthèse, je vais finir de répondre à votre question, mais j'ouvre une parenthèse. Aujourd'hui, je vois un phénomène très important, c'est que les inconvénients de la mondialisation remontent l'échelle sociale. C'est-à-dire que dans les années 80, on a fermé des usines et on a dit, bah oui, mais c'est normal parce que ce sont des ouvriers, on ne va pas garder des emplois de bas niveau, il y a des gens moins chers, tout aussi compétents pour le faire. Mais aujourd'hui, on licencie, notamment grâce au télétravail, on licencie des ingénieurs et évidemment, ça n'est pas la même chose. Donc je pense que sur le plan sociologique, cela va provoquer des changements qui n'étaient pas imaginés il y a seulement 5 ans. Pour finir de répondre à votre question, il y a donc le chômage qui est un point important, mais il y a aussi des pertes de savoir-faire. Vous voyez, dans le domaine, par exemple, de l'industrie nucléaire, où la France a été leader mondial, eh bien, il y a quelques difficultés de temps en temps à sortir un nouveau modèle. Il y a quelques retards, il y a encore beaucoup de compétences, mais nous ne sommes plus au niveau où nous étions dans les années 70-80 quand nous construisions les centrales nucléaires. Je dirais pour les pays occidentaux, chômage, perte de savoir-faire, je dirais aussi évidemment déficit commerciaux, donc appauvrissement et l'inflation qui apparaît comme la seule solution pour remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire pour remettre le niveau de vie que nous avons au niveau où il aurait dû être par une décroissance régulière. Eh bien, il vaut mieux arrêter ce modèle-là et faire en sorte que chacun puisse se développer chez lui sans conflit avec les autres. Est-ce que déjà des grandes entreprises qui sont délocalisées en Chine, par exemple, est-ce qu'ils sont vraiment gagnants? Alors, ça dépend des entreprises. Une entreprise comme L'Oréal ou LVMH sont très gagnantes. Ça, je pense qu'elles sont très gagnantes. Par contre, les constructeurs automobiles, par exemple, ne le sont pas du tout. Toutes ont perdu de l'argent, elles ont transféré des savoir-faire, des technologies, des capitaux, mais s'il y en a une qui est gagnante, c'est peut-être Volkswagen, mais je n'en suis même pas sûr. Les autres, je pense qu'elles sont perdantes. Peut-être il faudrait voir du côté des Japonais, je ne sais pas, parce qu'ils ont peut-être des relations un peu différentes, même si elles sont souvent conflictuelles, mais ils connaissent beaucoup mieux quand même la psychologie chinoise, la façon de négocier. J'ai un point d'interrogation sur les Chinois, mais pour les Japonais. Par contre, pour les constructeurs européens et américains, je ne pense pas que qui que ce soit ait gagné de l'argent. D'accord. Côté l'industrie, on peut dire la plupart sont perdants. Alors, oui, parce que finalement, nous voyons que les industriels sont perdants et que ceux qui sont gagnants, ce sont les distributeurs. C'est-à-dire la grande distribution qui fait fabriquer, souvent avec le savoir-faire d'ailleurs d'industriels occidentaux,
eux, si vous voulez, gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils achètent à très bas prix et ils ont des marges qui sont extraordinaires. Ce bas prix, si vous voulez, ces produits à bas prix qui ont été présentés comme l'occasion d'une augmentation du pouvoir d'achat, donc du niveau de vie, en fait, étaient un faux argument parce que ces produits ne duraient pas. Donc sur la durée, comme vous êtes obligé de renouveler votre achat 2 fois, 3 fois, 5 fois sur une même période, eh bien finalement, vous apercevez que cette politique-là, avec ses bas prix, est inflationniste. Vous comprenez, au lieu d'acheter une paire de chaussures à 200 €, vous l'achetez à 50 €, mais comme vous êtes obligé de la renouveler 5 fois, finalement, vous dépensez 250 € au lieu de 200. Vous voyez, c'est quelque chose dont les gens ont commencé de prendre conscience au fur et à mesure qu'ils prenaient conscience de l'importance du chômage. Et ils se sont dit, mais au fond, avec le chômage que je subis, je n'ai même plus les moyens de me payer ce que je pouvais acheter quand ces produits étaient à bas prix, mais que j'avais encore un pouvoir d'achat qui relevait de l'ancienne économie. Justement, vous avez écrit, j'ai vu votre article, vous avez dit le modèle économique actuel conduit à une surconsommation de ressources, de surconsommation de main-d'œuvre et compensée par une réduction de salaire. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer le lien entre la surconsommation et la baisse de salaire? Oui, bien sûr. Alors, l'idée est la suivante. Quand on décide de faire ce que Bernard Landon en 1932 a recommandé au président américain, c'est-à-dire d'obliger les consommateurs à renouveler leurs achats. Évidemment, on surconsomme les ressources matérielles, l'énergie, les matières premières. Et comme on surconsomme les ressources, eh bien, on a des surcoûts. Et pour compenser ces surcoûts, eh bien, on va se tourner vers le plus gros poste, c'est-à-dire la masse salariale. Ok, c'est-à-dire en réalité, on doit acheter en permanente et du coup, ça baisse notre pouvoir d'achat. C'est dans ce sens-là, notre salaire est... Exactement. Ok. Et c'est aussi dans ce sens-là que vous avez justement proposé économie circulaire. Oui. Okay. Alors, je n'ai pas inventé l'économie circulaire. Vous savez, dans le passé, tout le monde faisait de l'économie circulaire parce que les transports étaient peu existants et très chers. On ne savait pas très bien où étaient les richesses d'ailleurs dont on avait éventuellement besoin. On ne savait pas très bien où il fallait aller les chercher et c'était toujours très compliqué. Donc tout le monde récupérait tout. Dans la mesure où c'était possible, tout le monde récupérait tout. Et puis, il y a eu cet extraordinaire développement au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, où là, on a continué de tout récupérer. Mais il y avait en Occident des ferrailleurs, par exemple, des chiffonniers, qui étaient des gens qui récupéraient. Mais aujourd'hui, depuis ce cycle de la mondialisation basé sur des produits à bas prix, on a pratiqué cette économie linéaire, qu'on appelle linéaire, qui consiste à extraire les matières premières, à les transformer en produits, à consommer les produits et à jeter le produit, sans trop se préoccuper de ce qui devient après. Et c'est pour ça que nous avons des montagnes de déchets, qu'on jette des produits dans la mer et qu'on retrouve des particules de plastique dans les poissons que nous mangeons. Donc aujourd'hui, l'économie circulaire, qui en fait a toujours existé, nous sommes en train de fermer la parenthèse de l'économie linéaire qui est l'économie de l'obsolescence. C'est une parenthèse qui s'est ouverte dans les années 30, qui s'est considérablement développée dans les années 90-2000 et qui va se refermer parce que nous n'avons plus les moyens de vivre ce gâchis, en fait. Gâchis de matières premières et pollution beaucoup trop élevée. Et l'économie circulaire, on voit bien l'idée d'une boucle très large qui consiste à récupérer les matières premières. C'est une bonne idée, mais les rendements ne sont pas de 100%, ils en sont loin. Et donc, finalement, la valeur qui est récupérée est relativement faible. Par contre, quand on récupère des composants, ça devient beaucoup plus intéressant. Par exemple, Renault a une société filiale avec Suez qui récupère les moteurs et les boîtes de vitesse dans les voitures, dans les véhicules en usage. Alors,
Aujourd'hui, 60% des moteurs Renault qui sont mis sur le marché de l'occasion sont des moteurs récupérés. 70% des boîtes de vitesse qui sont vendues sur le marché de l'occasion sont des boîtes de vitesse récupérées. Et Renault est totalement autosuffisant en cuivre, par exemple, vous voyez, parce que tous les câbles des voitures hors d'usage sont récupérés et sont réutilisés dans les voitures neuves. En moyenne, 35% des matières premières utilisées par Renault sont des matières premières recyclées. Et dans le groupe PSA, qui s'est joint à cette filiale Renault-Suez, c'est la même chose aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a... Parce que il faut bien avoir à l'esprit, mais je crois que c'est très intuitif, qu'un moteur ou une boîte de vitesse vaut beaucoup plus cher que les matières premières qui le composent. Vous voyez Par exemple, est-ce que vous avez certains exemples de certains produits, par exemple, avant, pour fabriquer tel produit, on a besoin de coûts, c'est combien, la durée de vie, c'est combien, et maintenant, dans ce sens-là, un calcul, vous avez un exemple? Oui, alors ça, c'est une très bonne question. Vous savez, dans les années 70-80, puisque dans les années 80, j'ai beaucoup travaillé, je dirigeais les entreprises, et je me souviens d'avoir acheté pour l'entreprise que je dirigeais des imprimantes. Ces imprimantes duraient 20 ans, 30 ans. Et aujourd'hui, vous achetez une imprimante, ça dépend. Alors, si c'est une imprimante d'entreprise, elle dure plus longtemps que pour les particuliers. Et pour les particuliers, ça dure 3 ans. Pour les entreprises, ça dure 5-7 ans, pas davantage. Vous voyez, ça fait partie de cette obsolescence. C'est un bon exemple. Ces imprimantes sont l'archétype de ce gâchis, parce que le modèle économique n'est pas fondé sur un profit que l'on réalise en vendant l'imprimante. Pratiquement, elle est vendue à perte, mais le profit est réalisé sur les cartouches qui sont vendues et qui ne sont pas toujours remplies autant qu'elles devraient, dont on change le modèle pour que justement elles ne conviennent plus à l'ancienne imprimante, ce qui oblige à changer l'imprimante. Et c'est comme les ordinateurs dont on change les logiciels qui sont de plus en plus gros, à juste titre, parce qu'ils sont de plus en plus efficaces, mais ils pourraient être plus petits, mais on ne réécrit pas tous les programmes en disant que ça coûterait trop cher, moyennant quoi il faut plus de mémoire et donc il faut changer d'ordinateur. C'est ce qu'on appelle, il y a une quinzaine d'obsolescence artificielle. On n'a pas forcément d'amélioration réelle, mais en fait, pardonnez-moi le terme, mais le client est coincé, parce que s'il ne change pas son ordinateur, il ne va pas pouvoir utiliser le nouveau logiciel. Et comme les personnes avec lesquelles il est en relation utilisent ce nouveau logiciel, il est bien obligé de se mettre au goût du jour. Est-ce qu'en tant qu'économiste, par exemple, si l'entreprise aujourd'hui, il change de stratégie, c'est-à-dire il revient sur le modèle l'ancien, plus durable, avec des bons produits de bonne qualité, est-ce qu'il peut rester survivre? Il peut être pas perdant? Alors, vous abordez un problème, en effet, majeur, qui est le comportement des grandes entreprises et des petites entreprises. Les petites entreprises ont tout intérêt à innover, parce que c'est ça qui leur donne une haute compétitivité. Les grandes entreprises sont un peu comme des paquebots qu'on a du mal à faire tourner, parce qu'il y a une énorme inertie. Et je pense aussi que dans le textile, je le dis parce que vous ne vous y attendez peut-être pas, compte tenu du fait que la France a perdu énormément d'emplois dans le domaine du textile. Ouais. Eh bien, il y a un pôle textile, un pôle de compétitivité textile qui se trouve dans l'est de la France, dirigé par une femme de très grande qualité, et qui prépare des textiles intelligents. Et je peux vous dire que c'est là que se trouvera aussi la solution, parce que ces textiles intelligents vont évidemment rendre totalement obsolètes des textiles aujourd'hui classiques qui sont vendus pas cher, mais sans vous citer la marque, j'ai rencontré un jour un ingénieur qui me disait « Nos corsages sont faits pour être lavés 7 fois seulement ». Et ça, c'est vraiment... Alors, quelquefois, quand je dis ça à des étudiantes que j'aide dans les écoles de commerce, elles me disent « Ah mais monsieur, c'est agréable de changer ». Oui,
c'est vrai, mais jusqu'à un certain point quand même. Entre changer son corsage tous les ans et le changer 3 fois par an, c'est pas tout à fait la même chose. J'aimerais vous demander, et selon vous, pourquoi le déclin de l'industrie française est beaucoup plus fort que nos voisins, par exemple en Allemagne, en Espagne et en Italie, la chute de l'industrie, c'est moins important. Alors, très bonne question aussi, Guy. En Allemagne, si vous voulez, les Allemands ont toujours été très industriels et comme je viens de vous le dire, l'euro est pour eux un marque sous-évalué. Alors, c'est un avantage à l'exportation. Et comme ils ont fondé leur industrie pendant les années de la mondialisation sur la grande exportation vers des pays émergents qui avaient besoin de machines pour développer leur industrie, ils ont été gagnants. Pour ce qui est de l'Italie, c'est différent parce qu'ils ont, comme je vous l'ai dit aussi, une lire italienne surévaluée, mais il se trouve que l'Italie, c'est le pays de la combination, comme on dit en italien, combinaison, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a une économie parallèle, une économie souterraine, qui compense les inconvénients de la surévaluation de la lire italienne. Nous avons un franc surévalué et nous n'avons pas cette économie souterraine, si vous voulez. Donc ça, et quant à l'Espagne, c'est un pays qui s'est réformé dans le sens où les salaires ont été considérablement abaissés au moment de la crise de 2008, et c'est cet abaissement des salaires qui fait que la main-d'œuvre espagnole est très compétitive et que donc un certain nombre de délocalisations ont eu lieu, notamment dans l'industrie automobile, puisque le groupe PSA, par exemple, a beaucoup transféré ses usines en Espagne. Vous voyez, donc, alors, en résumé, si vous voulez, la France est un pays qui, traditionnellement, ne tient pas beaucoup les salaires et compense par une dévaluation de temps en temps. Ça, c'était pas très satisfaisant intellectuellement, mais ça fonctionnait bien. Et les Italiens faisaient ça aussi, plus encore que les Français. Mais avec l'euro qui nous enferme dans un carcan, il n'y a comme solution pour rétablir les équilibres que la déflation des salaires. Vous voyez ? Et Donald Trump, il a bien compris. En fait, il a réussi à ramener les usines aux États-Unis. C'est-à-dire, sinon, il y a une taxe de 70% pour les multinationales. Oui. Est-ce que la France peut faire la même chose ou doit faire la même chose? Alors, doit et peut sont deux choses différentes. Je dirais, elle devrait, mais elle ne peut pas parce que elle ne peut faire que ce qui est décidé au niveau européen. Et donc, il faudrait que son influence... Il n'a pas le droit de choisir. Non. Donc, c'est triste. Il faut que son influence, auprès de la Commission européenne, auprès du Parlement européen, soit telle que, en effet, la Commission européenne prenne ce type de décision. Mais je pense que c'est ce qui est en train de se produire avec le pacte vert qui a déjà été annoncé par Ursula von der Leyen en juillet 2019, quand elle n'était pas encore en fonction, puisqu'elle n'a été en fonction que le 10 décembre 2019, mais en juillet 2019, elle avait été nommée, tout le monde savait que ce serait elle, et il était normal qu'elle présente son plan. Elle a présenté son projet de pacte vert, elle a annoncé à ce moment-là déjà une taxe carbone aux frontières, chose qui n'est pas très facile à faire parce qu'il faut l'unanimité des États membres pour voter cette taxe aux frontières, mais en fait, on passe, pour ne pas violer les règlements de l'OMC, on passe par une version écologique, si vous voulez, c'est-à-dire la protection de la planète, la décarbonation de l'économie, qui correspond aussi, bien sûr, à une réalité écologique, mais qui correspond aussi à une nécessité économique, parce que les pays émergents, les pays à bas coût, sont des pays à activité économique très carbonée. Donc c'est une façon aussi de rétablir un équilibre dans la compétitivité des produits européens et des produits étrangers.
vous avez tout à l'heure dans la théorie économie circulaire, est-ce que c'est-à-dire produire moins avec le coût moins élevé pour rendre le salaire plus élevé? Absolument, absolument. Et c'est applicable? Ah oui, C'est-à-dire, bien sûr. Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Il y a beaucoup d'exemples. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a la récupération des matières premières, il y a la récupération des composants, il y a le réemploi, il y a la réutilisation. C'est pas tout à fait la même chose. On fait durer. L'idée, c'est de faire durer les produits le plus longtemps possible, quitte à bien sûr, à les entretenir, mais aussi à les modifier pour les rendre adaptés à de nouvelles nécessités. Et puis, l'idée de l'économie circulaire est de considérer qu'il n'y a pas de déchets. Il ne doit pas y avoir de déchets. Donc, si au moment de la conception, on pense le produit en fonction de ce qu'il sera à la fin de l'utilisation pour qu'il soit réutilisé en tout type partie, eh bien à ce moment-là, on fait d'énormes économies de ressources matérielles, ce qui, comme vous l'avez dit, permet d'augmenter les salaires. C'est extrêmement important. Mais c'est-à-dire les déchets deviennent des ressources. Voilà. C'est possible, enfin c'est possible avec le coût pas trop élevé? Non, alors c'est une bonne remarque que vous faites, si vous voulez. Aujourd'hui, certains plastiques, par exemple, sont réutilisés, d'autres ne le sont pas, comme le polyéthylène, par exemple, parce que le polyéthylène recyclé, sauf exception, dans certains cas, il est réutilisé, mais en gros, en première approximation, le polyéthylène n'est pas réutilisé parce que le polyéthylène natif, c'est-à-dire celui qu'on fabrique à partir du pétrole directement, est moins cher que le polyéthylène recyclé. Mais il y a le PET, par exemple, c'est-à-dire le plastique de nos bouteilles, est recyclé. Il est recyclé soit pour refaire des bouteilles, en partie, soit pour faire des polaires, par exemple, finalement d'argent. Mais ça besoin beaucoup de recherche, non? Pour récupérer tous les déchets, pour réutiliser tout ça, c'est vraiment demande beaucoup d'investissement, de recherche. Oui, mais peut-être moins quand même que vous pensez, parce que, en fait, si on se dit que le déchet doit être une ressource à la fin, c'est au début, c'est-à-dire c'est au niveau de la conception qu'on doit y penser. Si on y pense au niveau de la conception, on sait déjà comment sera réutilisé le produit quand vous aurez fini de vous en servir. Vous voyez ? C'est très important, ça. C'est au niveau de la conception du produit. Jusque-là, d'ailleurs, il y a un concept qui a été créé par l'OCDE, qui a été appliqué par l'Union européenne sous la forme d'une directive 2008/98/CE, qui s'appelle la responsabilité élargie du producteur. Précédemment, avant cette responsabilité élargie du producteur, une entreprise mettait un produit sur le marché et se désintéressait totalement de ce que ce produit pouvait devenir quand le consommateur le jetait. Parce que la vente du produit correspondait à un transfert de propriété, et ce transfert de propriété correspondait aussi à un transfert de responsabilité. Avec ce concept de la responsabilité élargie du producteur, le producteur reste responsable du produit quand il devient déchet. Et il paye pour ça. Il paye parce que c'est ce qu'on appelle l'éco-contribution que vous voyez sur des factures quand vous achetez n'importe quel produit. Vous voyez ? Et juste pour terminer, cela montre l'importance de la conception. C'est au niveau de la conception qu'il faut se dire non plus comment est-ce que je vais concevoir mon produit pour qu'il séduise le consommateur, mais comment est-ce que je vais concevoir le produit pour qu'il séduise le consommateur et que quand le consommateur aura fini de s'en servir, il soit encore utilisé, quitte à ce qu'il soit utilisé autrement. Vous voyez ? L'économie circulaire, en fait, est fondée sur deux idées. La première idée, c'est de considérer l'ensemble du cycle de vie, c'est-à-dire pas seulement qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre un produit sur le marché et gagner de l'argent. Ça commence à la conception, on se demande ce qu'il faut faire pour que le produit séduise le client, mais après, qu'est-ce qu'on en fait ?
Et le deuxième point, c'est tenir compte de l'écosystème, c'est-à-dire il y a certes le producteur, il y a le client, mais il y a aussi l'entreprise qui va collecter le déchet, il y a les fournisseurs qui vont... il y a la pollution et les gens qui vont se plaindre de la pollution. Et tous ces gens-là, si vous voulez, si vous les considérez, vous apercevez que c'est beaucoup plus rentable. J'ai un exemple dans mon livre où on voit qu'une entreprise de solvant récupère le solvant pour le redistiller. Et précédemment, les entreprises à qui elles vendaient ce solvant étaient obligées de payer une entreprise habilitée à traiter les déchets dangereux, puisque le solvant est considéré comme un déchet dangereux. Et comme elle le récupère, eh bien, l'entreprise cliente n'a plus besoin de payer cette entreprise-là. Vous voyez, il y a une synergie entre les différentes étapes du cycle de vie. Et c'est cette synergie entre les différentes étapes du cycle de vie qui fait que le coût est considérablement abaissé. Et c'est ce qui fait que le coût, maintenant, en France, devient inférieur au coût des pays à bas coût. Vous voyez, on a du mal à penser ça, mais c'est extraordinaire parce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin de maintenir des salariés dans des conditions de travail épouvantables et avec des salaires extrêmement bas, parce que avec quelques machines et avec quelques idées surtout, en opérant ces synergies entre les différentes étapes du cycle de vie et en tenant compte de l'ensemble de l'écosystème, on arrive à abaisser les coûts considérablement. En fait, dans l'économie circulaire, donc on parle beaucoup d'écologie. Et il y a une chose gênante, c'est derrière cette belle cause de protection de l'environnement, on voit qu'il y a quand même pas mal de militants communistes qui sont rentrés pour justement faire survivre de leur mouvement. Et quel est votre sentiment sur ça? Écoutez, c'est une très bonne question, mais c'est une question un peu complexe. Alors, je vais essayer de clarifier ma pensée sur ce point. Ce sont plutôt des gens qui sont les héritiers de 68. Hein, et donc, je pense qu'ils sont plus gauchistes que communistes, mais parce que chez les communistes, il y avait quand même un côté un peu nationaliste aussi, vous voyez. Or, ceux qui font de l'écologie politique aujourd'hui sont très mondialistes, en fait. Ce qui est très étonnant, d'ailleurs, parce que quand on défend l'écologie, quand on défend la nature, on défend les écosystèmes. Et donc, par exemple, on devrait être anti-immigration parce que, en fait, ça déracine les gens de leur pays, de leur contexte, de leur peuple, de leur tradition. Bon, et c'est assez étonnant de leur part, si vous voulez, de vouloir déraciner les gens. Mais ça va bien dans le sens de cette idéologie financière qui veut ne voir que des agents économiques chez les hommes, en fait. Hein. Alors, si vous voulez, il y a deux choses. Il y a, d'une part, la nécessité, comme vous l'avez dit, de protéger la nature, de défendre l'environnement. Mais d'ailleurs, parler d'environnement, qu'est-ce que ça veut dire? En français, l'environnement, c'est ce qui nous environne. Et pourquoi avons-nous utilisé ce terme plutôt que de dire il faut protéger la nature dans son ensemble, vous voyez? C'est une vision assez anthropocentrée finalement. Et je crois que Descartes parlait, lui, de nature, d'une nature d'origine assez divine d'ailleurs, puisqu'il était il n'était pas athée, contrairement à ce que certains veulent faire croire. Donc je crois qu'il faut faire une grande différence entre l'écologie politique, qui est une instrumentalisation de l'économie à des fins politiques, et puis l'économie circulaire, qui a pour but de résoudre les vrais problèmes et de rapprocher à la fois les hommes dans un certain pays et puis les peuples, parce que les intérêts sont devenus très convergents. C'est vrai qu'il n'y a qu'une planète, et c'est vrai que je trouve très significatif, si vous voulez, le fait qu'il y ait autant de différences entre la France et la Chine, mais que finalement, pour des raisons très différentes, les deux pays aient intérêt à pratiquer l'économie circulaire. D'ailleurs, il y a une loi en Chine qui date de 2002, je crois, qui est une loi sur l'économie circulaire. Vous voyez ?
Et avant de conclure notre interview, quel est votre message pour les patrons de PME aujourd'hui qui ne voient pas les solutions pour l'avenir? Alors, je crois que la solution n'est surtout plus dans l'abaissement des coûts, ça a été la mode de l'abaissement des coûts, mais n'oublions surtout pas l'exemple Nespresso. Qu'est-ce que Nespresso? C'est une entreprise qui vend du café. Qu'est-ce que le café? C'est un produit archi banal. Et pourtant, Nespresso, par l'innovation, est arrivé à générer des marges qui sont très proches de celles de l'industrie du luxe. Donc, ne vous focalisez pas sur la réduction des coûts, sur cette mode qui, à mon avis, est aujourd'hui complètement dépassée. Intéressez-vous aux nouveaux modèles économiques, dont évidemment la gestion de données, l'impression 3D et l'économie circulaire qui couvre différents modèles économiques, en fait. C'est un terme générique qui couvre beaucoup de domaines, je n'entre pas dans... Mais ça, c'est vraiment très important, je répète, l'économie circulaire, la gestion de données, l'impression 3D. On arrive à faire des choses extraordinaires maintenant avec l'impression 3D à des coûts très bas. Il n'y a pratiquement plus de prototypage, je cherchais le mot, qui ne se fasse pas autrement que qui se fasse par autre chose que l'impression 3D aujourd'hui. Donc, croyez dans la technique, croyez dans les nouveaux modèles économiques et vous aurez la solution. Merci beaucoup, Eric. Vraiment. Merci beaucoup, Ying.